This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Merci beaucoup Jean-François et merci à tous les organisateurs de m'avoir invité pour présenter mon travail dans le cadre de ce séminaire. Donc j'ai choisi le thème du voyage de Lord Curzon en 1903 dans le Golfe Persique. En mars 1903, dans un discours adressé à l'Indian Council, Lord Curzon évoquait la situation politique dans une Asie du Sud devenue à ses yeux comme un centre du monde, où toutes les puissances européennes rêvaient de s'installer en position dominante. Cette Asie, telle qu'elle s'était construite, semblait à ses yeux constituer une manière de réplique de l'Europe. Il demeure qu'un État y était dominant, les Indes, alors administrées par Curzon. Or, poursuivait le vice-roi dans son allocution, c'était pour protéger les Indes de la convoitise des autres puissances européennes que le gouvernement anglo-indien avait bâti l'Empire du Raj, cette ceinture de territoire qui les gardait sur leurs frontières, tant à l'ouest qu'à l'est, en Perse, en Afrique ou encore dans la péninsule arabique. Alors, ainsi, dans un espace ignorant de longtemps le concept européen de frontières, des limites avaient-elles été tracées et imposées. Progressivement, au fil d'une évolution qui avait débuté au début du XIXe siècle, l'Empire du Raj avait émergé comme une puissance terrestre et maritime, aux côtés d'autres entités politiques aux sphères de juridiction garanties par un partage de l'espace sud-asiatique imposé par le gouvernement anglo-indien. En outre, ajoutait Curzon, précisément parce que la compétition entre États européens s'était faite plus âpre depuis une trentaine d'années, et parce qu'il avait fallu en conséquence mieux protéger les Indes de poussées impérialistes, de nouveaux territoires étaient entrés dans la sphère de l'Empire du Raj et l'histoire récente du Golfe en témoignait. En effet, depuis 1870, pour reprendre une obsession curzonienne, le Golfe semblait être au centre des politiques impérialistes de plusieurs puissances européennes et extra-européennes et de leurs diverses stratégies spatiales. À partir de 1870, Laporte avait effectué un comeback dans le Golfe, après plusieurs siècles de relatif désintérêt pour certaines de ses provinces arabes les plus méridionales, le Koweït, Qatar, la côte du Hassa et Bahreïn. La France, comme en témoigne la réouverture du consulat de Mascate en 1894, souhaitait intégrer le sud du Golfe et l'Oman au réseau de territoires qu'elle gouvernait dans l'océan Indien et en Afrique de l'Est. Quant à la Russie et à l'Allemagne, de complexes projets visaient à faire du monde caligien le terminal de plusieurs réseaux ferrés. C'est donc en grande partie pour empêcher la Russie, l'Empire ottoman et l'Allemagne de prendre pied près des Indes que le gouvernement anglo-indien et Londres mirent en œuvre une politique qui voulait tisser des liens resserrés avec les cheikhs de l'Upper Gulf, donc du nord du Golfe. Cette dernière aboutit à la mise en place d'un protectorat anglo-indien sur Bahreïn en 1892, sur le Koweït en 1899 et surtout sur un partage de la juridiction de l'Upper Gulf entre la Porte et la Grande-Bretagne qui fut élaboré entre 1890 et 1913, date de la signature de la Convention anglo-ottomane. C'est donc dans ce contexte complexe qu'en novembre 1903, Lord Curzon, vice-roi des Indes depuis 1898, effectua un voyage de plusieurs semaines dans le Golfe arabo-persique qui le mena de Mascate au Koweït après quelques détours sur la côte perse et celle du Mékran. L'historiographie s'est peu intéressée au périple du vice-roi dans les eaux caligyennes, exception faite de Christopher Radford qui a développé quelques idées stimulantes à propos du tour opéré par Curzon dans le Golfe. Il observe que cette visite fut organisée pour incarner le tournant pris par la politique anglo-indienne depuis l'arrivée au pouvoir de Curzon. Donc je cite Christopher Radford, Curzon's cruise was the culmination of a shift in the government of India's policy towards the Gulf, which was largely instigated by the Viceroy himself. This policy, in the space of only a few years, changed the position of the Arab states of the Gulf within the British Empire. Or, c'est là passer outre le fait que le Golfe avait une place centrale dans la politique anglo-indienne bien avant la vice-royauté de Curzon. Mon intention aujourd'hui est de me démarquer de ces hypothèses qui me semblent trop schématiques parce qu'inscrites dans le court terme. En effet, sans nier l'importance qu'avait le Golfe dans la pensée curzonienne, le tour de Curzon dans les eaux caligyennes marque davantage l'aboutissement d'un siècle de politique anglo-indienne dans le Golfe qu'un tournant. Curzon est pourtant plutôt l'héritier et le consolidateur d'une œuvre commencée un siècle auparavant par les hommes de Bombay et poursuivie au fil des mutations du Government of India. De plus, ce tour va en quelque sorte célébrer la conquête, ou plutôt la sanctuarisation du nord du Golfe. Mais à un moment où l'impérialisme allemand était loin d'avoir disparu dans le Golfe. Il fallait donc avant toute chose réaffirmer l'autorité de la Grande-Bretagne, tout en la célébrant, à travers une sorte de superproduction rituelle. Le déplacement de Curzon marque ainsi de multiples aboutissements, et le premier d'entre eux
celui d'un siècle de présence anglo-indienne dans l'espace calygien. Du point de vue de la carrière du vice-roi, il s'agit d'un voyage de plus dans une ère spatiale que Curzon avait explorée avant d'accéder en 1890 au poste de vice-roi des Indes à l'âge de 39 ans. Dans les discours qu'il prononça dans le Golfe, en s'adressant aux Sheikhs ou aux différentes communautés de sujets britanniques, essentiellement des marchands indiens, on retrouve les articulations de la pensée curzonienne d'avant 1898, et ainsi la thématique de l'importance du Golfe dans la structure des frontières du Raj, dont il était déjà très largement question dans Persia and the Persian Question, Problem of the Far East et Russia in Central Asia, publiés tous dans les années 1890. Mais il y a aussi l'indice que sa pensée avait atteint un nouveau niveau de maturation. Ainsi, l'un de ses biographes, David Gilmour, et également d'autres historiens, ont-ils mis en avant que Curzon était hanté depuis de longues années par le rêve de faire de l'Asie une terre britannique. Cette intervention reviendra donc en premier lieu sur les préparatifs et les premières étapes, notamment Mascate, d'un voyage qu'on conçut véritablement comme triomphal, avant de considérer les autres lieux où le vice-roi s'arrêta. Dans la dernière partie, cet exposé s'interrogera sur la notion d'un triomphe de l'indianisation du Golfe à l'ère curzonienne et soulèvera la question du Moyen-Orient comme un espace inventé non pas en Occident, mais précisément aux Indes, au cours du XIXe siècle, dans le cadre de l'émergence de l'Empire du Raj. Donc je reviens à ma première partie, préparatifs et étapes d'un voyage triomphal. D'abord, un déplacement longtemps attendu. Il semble en effet que le tour royal dans le golfe de Curzon ait été souhaité de longue date par son protagoniste majeur, le vice-roi. Dès mai 1901, selon la correspondance du vice-roi, un peu moins de 3 ans après son arrivée à la tête du gouvernement anglo-indien, Curzon fit part au Secretary of State for India, Lord George Hamilton, de son désir de se rendre dans le Golfe. Lorsque ce dernier révéla au cabinet de Salisbury le plan de Curzon, l'enthousiasme fut loin d'être unanimement partagé. Pour Curzon, et c'était là son principal argument, en ces temps de guerre, une démonstration de force de la Grande-Bretagne dans une partie de son empire était plus que bienvenue. Il se vit répondre par le gouvernement qu'une telle manifestation risquait au contraire de tendre les relations déjà assez problématiques avec l'Allemagne, la Russie ou la France. Curzon fut donc sommé d'attendre que les hostilités aient pris fin en Afrique du Sud. À la faveur de la fin du conflit en Afrique du Sud, Curzon ressoumit son projet au printemps 1903 à George Hamilton et au cabinet Balfour. Les circonstances étaient plus favorables et le Home Government ne vit donc là aucune raison valable d'empêcher une démonstration de puissance anglo-indienne dans les eaux calygiennes. Le 7 mai 1903, Curzon reçut donc officiellement l'autorisation d'organiser son voyage vers Mascate, Bandar Abbas et les autres ports qui allaient constituer les étapes de son tour royal. Donc voilà pour le plan où j'ai tracé en fait le tour et ses différentes étapes sur une carte. Le vice-roi s'attela ensuite aux préparatifs de cette expédition dont il régla les moindres détails lui-même. Tandis que les choses s'organisaient, il décrivit en juillet 1903 ce qu'il considérait être le but, ou plutôt les buts de son déplacement. Donc je cite les papiers personnels. « To visit the places where my officers are placed, to see how they are discharging their duties, and to show the supreme and vital interest taken by the British government in the Persian Gulf by the appearance of their principal Asiatic officer upon the scene. » Donc, s'agissait-il simplement de voir ou d'inspecter comment les officiers du gouvernement anglo-indien menaient à bien leurs différentes missions sur cette zone frontalière du Raj ? En vérité, la rhétorique curzonienne souligne bien que ce qui était son but ultime. Le vice-roi souhaitait mettre en valeur le rôle joué dans le Golfe par son gouvernement, qu'il considérait être le pendant asiatique du gouvernement britannique, mais il demeurait cependant pieds et poings liés au Home Government et au Foreign Office avec lequel il devait collaborer. Ainsi, le tour de Curzon fut-il conçu comme un triomphe pour le gouvernement anglo-indien, qui dut cependant composer avec les agents du Foreign Office et surtout l'ambassadeur de Sa Majesté à la cour du Shah, Sir Arthur Henry Hardinger, qui accompagna Curzon dans le Golfe. De ce point de vue, le tour est à l'image de ce qui avait constitué l'essence de la politique britannique et de la construction d'une géographie impériale dans le Golfe depuis les années 1820 environ, une collaboration difficile mais nécessaire malgré de nombreux désaccords avec le Foreign Office. Donc un voyage sans précédent inauguré à Mascate. Donc Mascate fut donc la première étape du tour de Curzon. Il débuta le 16 novembre 1903 ce tour lorsque Curzon quitta Karachi pour Mascate. L'escadre qui escorta le vice-roi tout au long de son voyage
était des plus impressionnantes et se forma dans le port de Karachi. Le vice-roi et son épouse se trouvaient à bord du Hardinger, que le Commander-in-Chief de l'East India Station prit soin de faire accompagner de 4 autres navires. Le Fox, croiseur de 3e classe, l'Argonaut, croiseur de 1re classe de 11 000 tonnes, le Hyacinthe et enfin le Pomone. Tous étaient armés de canons et pour certains de tubes lance-torpilles, comme le note le vice-consul français de Mascate qui fut fort impressionné par l'escadre. Au total, on peut estimer que le vice-roi débarqua à Mascate et dans le Golfe avec plus de 1000 hommes. Pour le vice-consul français de Mascate, toujours que je cite, qui commente l'événement, jamais sans doute depuis le bombardement de Ras El Khaimah en 1819, on avait vu autant d'hommes et de vaisseaux de guerre dans le Golfe. Après des cérémonies dans le port de Karachi, les bateaux larguèrent les amarres en direction de la capitale omanaise. 2 jours plus tard, le 18 novembre, Curzon atteignit Mascate, où le résident, le colonel Campbell, l'attendait avec 2 autres vaisseaux de la Royal Navy. À Mascate, première cité à accueillir le vice-roi dans le Golfe, les festivités devaient être éclatantes, de la part des 2 parties, et elles le furent. L'imam de Mascate, Faisal, reçut en ces temps où son autorité était contestée, le vice-roi avec tous les honneurs possibles. Quant à Curzon, il prit particulièrement garde à assurer le plus vieil allié du gouvernement anglo-indien dans l'espace caligien et dans le nord de l'océan Indien, de son estime et de son soutien en cette période difficile. Il souhaitait également démontrer que la Grande-Bretagne bénéficiait d'une sorte de préséance en Oman, alors que la France, depuis 1894 et la réouverture du consulat, tentait de s'attirer les bonnes grâces du sultan. À 10h30 du matin, l'Argonaut, qui portait l'Union Jack, pénétra dans la rade de la cité omanaise et fut salué par 31 coups de canon tirés par des batteries des forts qui gardaient Mascate. Rapidement à midi, l'imam se rendit à bord du Hardinger, accompagné du British Political Agent de Mascate, le Major Percy Cox, du plus âgé de ses frères également et de son héritier direct. Puis ensuite, ce fut au tour des représentants diplomatiques de monter à bord. Curzon reçut ainsi le vice-consul français Laronce, qui nous raconte cet événement, puis également le consul américain et enfin la petite colonie de marchands indiens de Mascate. Vers 1h30 de l'après-midi, Curzon débarqua sur une jetée spécialement construite pour l'occasion et escorté par le colonel Campbell et le major Cox, il se rendit à un déjeuner dans les locaux de l'Agency britannique, au cours duquel il rencontra une petite délégation de sujets et protégés anglo-indiens en Oman. Curzon quitta ensuite l'Agency pour se rendre au palais du sultan, où il fut présenté à 70 cheikhs qui représentaient les principales tribus du sultanat. À 5 heures, Curzon regagna le Hardinger, tandis que Sir Arthur Hardinger, ambassadeur donc du gouvernement de Sa Majesté à Téhéran, arrivait à Mascate à bord du vaisseau de la Royal Navy, le Sphinx, qui va encore grossir la taille de la petite armada britannique. Le soir, un grand dîner fut donné à bord du Hardinger pour plus de 70 personnes, dont le consul américain et le vice-consul Laronce, auquel le vice-consul américain et le vice-consul Laronce furent invités, et le vice-consul français affirme que jamais la baie de Mascate ne fut autant éclairée, tous les navires projetant de la lumière sur le port, tandis que la principale jetée était illuminée par des lampadaires qui avaient été commandés spécialement à Bombay pour l'occasion. Il y eut ensuite une réception après le dîner, à laquelle 60 personnes furent conviées, et un feu d'artifice tiré depuis les forts vint clore cette première journée. Le lendemain, les festivités se poursuivirent. Une grande durbar fut tenue à partir de 11h30 du matin à bord de l'Argonaut, au cours duquel le sultan Faisal fut reçu dans l'ordre de l'Indian Empire. À la fin de l'après-midi, l'escadre quitta Mascate, raconte le vice-consul français, tandis que de la musique était jouée et que des danses orchestrées par, je cite, des natives étaient exécutées par un petit groupe installé sur le port. Donc, au terme de cette présentation de la première étape, je voudrais dresser quelques brèves conclusions. C'est sans doute dans la correspondance et dans certains écrits de Curzon que l'historien peut croiser les appréciations les plus intéressantes. Voyons tout d'abord que dans une lettre envoyée 2 jours après son départ de Mascate au Secretary of State for India, dans laquelle il dresse un petit bilan de son séjour mascati, Curzon compara l'Oman à un native state, nom parfois donné aux princely states des Indes. Et il le décrivit de la sorte suivante: To all intents and appearances, the state is as much a native state of the Indian Empire as Lusbela or Kelat, and far more so than Nepal or Afghanistan. À mon sens, en élevant ainsi Mascate au rang de princely state, Curzon réalisait un double coup de force. Il démontrait au Home Government l'extension de la sphère d'influence du Raj et de son système de gouvernement,
qui s'étendait au-delà des espaces terrestres, qui étaient censés garder, comme le Balouchistan, le Raj. La juridiction anglo-indienne avait également cours de l'autre côté du détroit d'Ormuz, à Mascate. L'indianisation du Golfe semblait ici parachevée, près d'un siècle après l'attaque de Ras El Khaimah par l'expédition organisée par Bombay en 1809. En comparant l'Oman à un princely state, Curzon cherchait sans doute également à rendre compte de l'importance politique de son agent sur le terrain, Sir Percy Cox, et de son supérieur, le political résident de Bushire. C'est ainsi que dans la même lettre, adressée au Foreign Secretary for India, il vante la position acquise par Percy Cox auprès de l'imam Faisal. Cox est en effet décrit comme the virtual king of the place. D'autres données de la visite de Curzon permettent de poursuivre la comparaison de Mascate à un princely state. L'accent doit être mis sur le traitement réservé à l'imam et à la façon dont il est évoqué par le vice-roi. Rapportant au Foreign Secretary for India l'entretien qu'il avait eu à Faisal le dernier jour, quand celui-ci fut reçu dans l'ordre de l'Indian Empire, le 19 novembre sur le Hardanger, le vice-roi analyse en ces termes l'attitude de son interlocuteur. The Sultan evidently regards Cox with extreme confidence and even attachment, and his demeanor towards me at our last private interview, when he took my hand between his and swore eternal fidelity and devotion, was that of a truthful but dignified child. Il peut évidemment être débattu de la véracité des faits rapportés et commenter le vocabulaire employé par Curzon au sujet de l'imam, ici traité d'enfant, me paraît intéressant. Il est en effet représenté de face, à genoux, face à une figure paternelle bienveillante et protectrice qui incarne l'unité de l'Empire des Indes. Tout indique qu'aux Indes même et dans l'Empire du Raj, après les événements de 1857, il eut la composition d'une nouvelle image du résident ou des political agents comme des guides vraiment paternalistes. Les mots de Curzon s'inscrivent donc vraiment dans le champ sémantique indien. Donc, l'imam se mit-il véritablement dans une position de soumission face à Curzon, surtout s'il fit ses gestes, est-ce que ce fut de son plein gré ou seulement parce que les circonstances lui dictaient sa conduite, ou parce que ce rituel, auquel son fils avait participé à Delhi, lui paraissait aussi, dans le contexte présent, posséder une charge valorisante pour lui, il importe peu, à mon sens, finalement, de trancher ce débat. Il est en revanche essentiel de noter que le vice-roi dépeint Faisal, non pas comme un monarque souverain, régnant sur un vaste espace et sur une cité commerciale prospère, Mascate, mais comme un acteur politique loyal et obéissant, tant à l'égard de Percy Cox que de lui-même. Curzon apparaît comme un maître devant un sujet, ou plutôt devant un roi devant son vassal. Et il est ici intéressant de poursuivre la comparaison avec la rhétorique employée à l'égard de Curzon et celle utilisée quelques jours avant son départ pour le Golfe, le 12 novembre, au cours d'une cérémonie donnée pour l'installation du Nawab de Bahawalpur. Lors des festivités organisées pour l'accession à la majorité de ce petit prince musulman du nord de l'Inde, Curzon fit un long discours dans lequel il insista sur le rôle du gouvernement anglo-indien qui avait su redonner au prince des Indes un rôle politique important après 1857. Mais dans ses propos, il présenta ce souverain non pas comme indépendant, mais comme un loyal sujet et serviteur de l'empire du Raj, tout comme à Mascate, il l'avait fait pour Faisal. Il décrit ainsi le petit Nawab, il déclara ainsi à propos du petit Nawab, « Be loyal to your sovereign, who is the ultimate source and guarantee of your powers. Regard the government of India and the local government under which you are immediately placed as your protectors and sponsors. » Le 10 décembre 1903, à son retour du Golfe, Curzon se livra à une démonstration assez similaire, cette fois à l'occasion de l'accession à la majorité du Maharaja d'Ulwar, Ulwar qui se situe dans le Rajasthan à l'heure actuelle. Il exposa les rapports entretenus par les princes avec la couronne anglo-indienne. The Crown, through its representative, recognizes its double duty of protection and self-restraint. For its part, the state, thus protected and secured, accepts the corresponding obligation to act in all things with loyalty to the sovereign power. Décrivant le statut politique du Young Indian Prince, Curzon ajoutait « Respect and reverence are his natural heritage ». Enfin, toujours au cours du dernier entretien qui avait eu lieu entre Curzon et l'imam Faisal, le sultan avait été élevé à la dignité de grand maître of the most eminent order of the Indian Empire. En conférant à Faisal ce titre de commandeur, Curzon achevait de le traiter comme l'un des nawabs ou rajas des princely states des Indes. En effet, dans la liste des commandeurs de l'ordre, on trouvait à la date de 1903 les maharajas de Bénarès ou de Mysore.
Mascate avait donc bien acquis un statut particulier au sein de l'Empire du Raj, aux côtés des quelques 560 princely states des Indes. Un autre indice de ce traitement réservé par le vice-roi à l'imam peut être isolé dans un événement qui s'était tenu 11 mois avant la venue de Curzon en Oman, en janvier 1903, la Durbar organisée à Delhi à l'occasion de l'accession au trône du roi Édouard VII et au titre donc d'empereur des Indes. La coronation Durbar, qui fut orchestrée par Curzon, s'était déroulée sur le modèle de celle de 1877, lorsque Victoria était devenue impératrice des Indes. Mais en 1903, Lord Curzon mit un point d'honneur à convier le plus grand nombre possible de Nawab et Raja des Native States et Princely States à la cérémonie, dont il régla lui-même, encore une fois, les moindres détails. Et parmi les invités, on comptait le prince Saïd Timur bin Faisal, le fils de l'imam Faisal, escorté pour l'occasion par Sir Percy Coke. Saïd Timur se trouva donc, alors que se pressait une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes, aux côtés entre autres du Nizam d'Hyderabad, du Maharaja de Mysore, du Gaekar de Baroda, venus avec leurs fils et leurs frères, afin de montrer l'importance de la continuité dynastique, ainsi reconnue au cours de ce grand rituel public qui célébrait la couronne d'Angleterre, en renouvellement après la mort de Victoria et le Raj britannique. Aucun autre cheikh du Golfe ne fut convié à la Durbar de Delhi, preuve ultime qu'Oman était le seul État dont le statut était donc associé à celui d'un native state. Enfin, en 1904, quelques mois après la fin du tour triomphal de Curzon, une dernière mise en scène acheva d'élever le sultanat à un rang particulier. A été soulignée l'importance dans le protocole entourant la visite de Curzon à Mascate des coups de canon tirés pour saluer l'arrivée du vice-roi. 31 coups résonnèrent en l'honneur de Curzon, auxquels succédèrent 21 autres salves venant de cette fois de l'escadre vice-régale et en manière de réplique symbolique. Or, tout ceci n'était pas le fruit du hasard. Ainsi, chaque année, l'India Office publiait-il une liste intitulée « Table of Salutes Fired in India », fixant les règles quant aux honneurs rendus par les coups de canon. Selon ce document, modifié régulièrement, il était indiqué par exemple que 101 coups de canon étaient réservés au roi d'Angleterre et 3 pour le très jeune chef d'un tout petit native state indien du nord de l'Empire des Indes. L'inscription sur cette liste constituait un réel honneur, et bien des chefs des princely states ne s'y trouvaient pas. Or, en 1903, l'imam ne figurait pas sur cette liste, donc Curzon pénétra dans la rade de Mascate, bien que des honneurs lui aient été rendus en quelque sorte spontanément. La correction fut effectuée rapidement. En 1904, les cheikhs du Koweït, de Bahreïn et des 6 Trucial States apparurent sur la liste, puis ce fut au tour du sultan de Mascate, quelques mois plus tard. Bahreïn, Koweït et Abu Dhabi, le plus important démographiquement des Trucial States, étaient éligibles pour 5 coups de canon, tandis que les autres États l'étaient pour 3. Le sultanat se voyait reconnu une place distinctive, car l'imam devait être salué par 21 coups de canon, comme cela avait été le cas au début du mois de novembre 1903. Ces 21 coups de canon méritent un commentaire. Le sultan avait le même rang sur cette liste que les chefs des plus importants des native states, tels que le Nizam d'Hyderabad et le Maharaja de Mysore, ou encore des chefs occidentaux ou d'Asie, dont le Shah, qui était salué également, le Shah de Perse, par 21 coups de canon. Ne figuraient pas sur cette liste des protectorats entre guillemets gardant les Indes ou les fameux buffer states, comme l'Afghanistan ou encore le Népal, au statut administratif complexe. Ainsi, il est donc capital de mesurer l'honneur qui fut fait à Faisal en novembre 1903 avec ses 21 coups de canon qui résonnèrent dans la rade de Mascate. Oman, et dans une moindre mesure les Trucial States, ainsi que le Koweït et Bahreïn, avaient peut-être cessé, au tournant du siècle, d'être de simples États périphériques, faisant partie des cercles de territoire protégeant la couronne des Indes. Les évolutions du XIXe siècle, comme ici révélées par la politique et la pompe curzonienne, avaient eu pour conséquence de lentement centrer ou recentrer le Golfe dans la géographie intégratrice de l'Asie du Sud et dans celle plus politique du Raj. Donc j'en viens à ma deuxième partie, la poursuite du voyage, progression dans le Golfe, et d'abord d'autres escales et d'autres horizons, et la Durbar à Sharjah. Donc voilà la carte. Le lendemain, le 20 novembre, les navires de l'escadre de Curzon s'aventurèrent dans les eaux du Moussandam et du détroit d'Ormuz. Le 21 novembre au matin, les bateaux escortant le vice-roi étaient parvenus au large de la côte de la Trêve, de Sharjah, mais ils ne purent aller mouiller près des rivages en raison de la très forte houle. Et le programme de la visite du vice-roi dut alors être modifié.
le pont du croiseur avait été organisé et décoré de la même façon qu'à Mascate, afin qu'une durbar s'y tienne. Et à 3h30 de l'après-midi, la cérémonie, en l'honneur des cheikhs, put commencer. Étaient présents Cheikh Zayed d'Abu Dhabi, accompagné de 2 de ses fils, les cheikhs de Sharjah et de Dubaï, chacun ayant amené un fils avec eux, tandis que le cheikh d'Ajman, infirme et malade, était représenté par son fils Rachid, qui lui succéda. Après que chacun des cheikhs lui eut été présenté, le vice-roi prononça un discours demeuré célèbre qu'un interprète traduisit ensuite en arabe. Donc là, dans les archives de Curson, il y a quelques images. Ça, c'est le Curson se tenant avant la montée des cheikhs à bord. Et ça, c'est une image de plus tard, en fait, après la durbar de Curson, qui, en fait, ne pouvant pas débarquer parce qu'il y avait trop de houle, même ça, sur la photo, on ne voit pas, était débarqué, donc porté par des officiers anglo-indiens. Et là, c'est une autre photo prise sous un autre angle, donc de la durbar, et on voit les cheikhs, en fait, assis. Bon, la photo était pas mal abîmée dans les archives, mais c'est la durbar face au cheikh de la trêve telle qu'elle se présenta. Donc je la laisse pour le moment. Donc l'adresse de Lord Curzon constitue un tournant dans l'histoire de la rhétorique britannique concernant le sud du Golfe. L'histoire qui allait avoir avec John Barrett Kelly, qui est l'auteur de l'une des sommes magistrales en fait sur le Golfe, qui allait donc avoir de beaux jours devant elle, commença à y être formalisée. Curzon des pays, comme l'avaient fait avant lui certains des hommes du gouvernement Bombay ou du Government of India, la côte des pirates, jadis comme peuplée de tribus enclines à la guerre et à la rapine. Ou plutôt, il en rajouta dans la dramatisation. Avant que les Indes et Londres ne répondent leurs bienfaits civilisationnels, un climat de peur régnait. Je cite, « You know that 100 years ago, there were constant trouble and fighting in the Gulf. Almost every man was a marauder or pirate. Kidnapping and slave trade flourished. Fighting and bloodshed went on without stint or respite. No ship could put to sea without fear of attack, and security of trade or peace, there was none. » Curzon ajoutait qu'après un siècle de domination britannique, le Golfe était en revanche devenu un espace prospère où le commerce fleurissait. Du désordre était né un ordre. « We found strife and we have created order. » La légende, celle de la côte des pirates et le mythe de la pacification britannique étaient en marche. Or, ces succès, obtenus grâce à de multiples sacrifices, était l'œuvre tout entière du Government of India, qui ne pouvait donc, après tant d'années passées à civiliser le Golfe, laisser d'autres puissances occidentales venir s'y installer. Cela allait de soi. We were there before any other power in modern time had shown its face in these waters. The great empire of India, which is our duty to defend, lies almost at your gates. We open these seas to the ships of all nations and enable them to fly in peace. We have not seized nor held your territory, we have not destroyed your independence, but we have preserved it. Le discours de Curzon revenait ainsi sur une période en quelque sorte extratemporelle, celle qui précéda l'époque des Maritime Truces, instituée par le gouvernement anglo-indien à partir des années 1820 environ. Et c'est avec l'apparition des bateaux de Bombay que l'histoire commença dans le Golfe, si l'on suit Curzon, une histoire écrite par le Government of India pour sa plus grande gloire, mais ayant récemment évolué. En outre, à la politique dite de protection, amorcée donc en 1820 et poursuivie jusqu'à la fin du XIXe siècle, avait succédé celle de la construction des protectorats, car il avait fallu, au tournant des années 1880, solidifier entre guillemets la frontière, ou plutôt rendre l'espace calivien davantage central dans le système du Raj. Il n'y eut pas ensuite de réponse des cheikhs, mais suivit une cérémonie de remise des cadeaux. Et pas de rafraîchissement car on était en pleine période de Ramadan. Dans la soirée, l'escadre quitta la rive arabe pour traverser le Golfe et atteindre à 8h du matin, donc voilà la carte, et atteindre donc à 8h du matin Bandar Abbas sur la côte perse, où dans ses adresses, le vice-roi rappela combien le rôle de la Perse dans le système de défense du Raj était indéniable. Une fois la cérémonie achevée, l'escadre mit le cap vers les îles d'Ormuz et de Kijm, donc dans le détroit d'Ormuz, où quelques relevés trigonométriques furent effectués. Le vice-roi et son équipe visitèrent les ruines des forts portugais d'Ormuz et celles de Kijm. Il y avait alors des discussions au sein du gouvernement des Indes quant au bien fondé de la création d'une base navale à l'entrée du Golfe, débat qui était en cours en fait depuis le début du XIXe siècle, d'où les relevés trigonométriques. Ensuite, dans la journée du 24 novembre, l'escadre arriva à Linga,
en fin d'après-midi où Curson demeura seulement quelques heures avant de mettre les voiles vers la côte arabe. Donc ensuite vint le temps des fêtes à Bahreïn et au Koweït, donc sur la rive arabe. Le 26 novembre, l'escadre du vice-roi apparut au large de Bahreïn où plusieurs cérémonies eurent lieu, dont une d'importance le 27 où à 11h, le cheikh Isa de Bahreïn se rendit à bord du navire de Curson. Les discussions se déroulèrent apparemment dans de bonnes conditions, si on suit les archives, et ce dernier obtient la reconnaissance par le vice-roi de son fils aîné Ahmad comme son successeur. Et c'était là quelque chose d'important, étant donné que Bahreïn était devenu récemment, entre guillemets, un protectorat britannique, d'où la volonté du cheikh de voir son fils reconnu comme son potentiel successeur. Une nouvelle fois, les méthodes du gouvernement propre à l'Empire des Indes, à savoir la reconnaissance des dynasties et des filiations familiales, sur lesquelles le gouvernement anglo-indien s'appuyait pour gouverner aux Indes et dans l'Empire du Raj, étaient ici importées hors des frontières, donc du subcontinent. Songeons ici aux cérémonies d'installation des jeunes princes indiens, ainsi que les invitations à la Grande Durbar de 1903 que j'ai citée, où les Maharajas et les autres chefs des différents princely et native states étaient venus accompagnés de leurs frères ou de leurs fils, signe donc de l'existence d'une potentielle continuité dynastique. Par ces processus, le gouvernement anglo-indien cherchait à assurer la permanence de son mode d'administration et la continuité de la pyramide du pouvoir qui avait en son sommet le vice-roi. L'étape suivante du tour fut ensuite le Koweït, où d'importantes festivités furent données en l'honneur de Curson à partir du 28 novembre, donc quelques jours après Bahreïn. Dans ce territoire également nouvellement intégré, mais plus problématique, car Laporte avait revendiqué directement son autorité sur le Koweït à partir des années 1880, tout fut fait pour mettre en scène, avec la visibilité la plus théâtrale possible, les liens désormais existants entre le cheikh Moubarak du Koweït et le gouvernement anglo-indien. D'abord, le cheikh, avec son fils aîné Jabir, vint présenter leur respect à Curson au bourg du Hardinge sur le coup de 3h de l'après-midi, donc le 28 novembre. Un sabre fut offert à Jabir par le vice-roi au cours de la cérémonie. Le lendemain matin, l'escadre alla jeter l'ancre à proximité du village de Bandar Shuwaik. Bon, c'est à quelques kilomètres de la ville actuelle du Koweït. Aujourd'hui, ça fait partie de l'agglomération de Koweït. À terre, un spectacle équestre fut offert à Curson. Grâce à certaines sources, on connaît les détails de cette manifestation à laquelle participèrent plus de 200 cavaliers koweïtis, 200 chameliers et plus de 4000 hommes en armes. Malheureusement, il n'y a pas de photos dans les archives de Curson. Tandis que les chevaux et les chameaux paradaient et exécutaient des figures, on apercevait dans l'assistance, si l'on en croit les archives de Curson, des femmes au visage à demi voilé qui furent impression, avec leurs yeux maquillés de colle en abaya bleu foncé. Mais étaient aussi présents des hommes dans des tenues variées, représentant les différentes tribus du Koweït, tandis qu'au loin, on voyait les tentes des bédouins du désert venus là, en fait, assister à cette grande manifestation. À la suite de cette démonstration, Moubarak reçut le vice-roi 7 fois dans sa résidence, chose assez unique puisque dans l'ensemble du tour, pour l'ensemble en fait des petits États arabes du Golfe et d'Oman, il n'y a auparavant que le sultan d'Oman qui avait reçu Curson en fait dans son palais. Donc Moubarak reçut le vice-roi dans sa résidence et il se rendit en fait lui-même une dernière fois sur le Hardinge pour présenter ses respects à Curson avant qu'il ne quitte Koweït. Ensuite, après ce que l'on pourrait appeler une démonstration de force le long des littoraux situés au nord du Koweït, c'est Khor Abdullah et Khor Moussa, c'est pas présent directement sur ma carte, mais en fait, c'est plus au nord du Koweït, quasiment dans le delta du Chat el Arab. Ces démonstrations eurent lieu les 30 novembre et le 1er décembre. Les navires poursuivirent leur avancée vers Bouchir situé sur la côte perse, et en fait véritable siège politique de l'administration des Indes dans le Golfe, puisque c'est là que se trouvait la résidence de celui qu'on appelait le political resident, le représentant direct du gouvernement anglo-indien dans le Golfe, le chef de l'ensemble de l'administration anglo-indienne pour le Golfe et l'Oman. Et là, à Bouchir, une mini-crise diplomatique eut lieu en raison de problèmes dans l'organisation de la visite de Curson qui engendra des tensions importantes entre le gouvernement anglo-indien et la Perse. Il est intéressant de noter que dans les papiers personnels de Curson, ces tensions sont mises en valeur par rapport au calme et vraiment à la pompe très bien organisée qui avait été celle de la visite dans les États arabes. Et ça, je vais y revenir sur ces raisons.
Au soir du 3 décembre commença le voyage de retour vers Karachi, qui fut rejoint le 7 décembre après un court arrêt à Pasni. Pasni, c'est une toute petite ville qui est située à côté de Gwadur, donc sur la côte du Mékran, qui était en fait sous la juridiction du sultan d'Oman à cette époque-là. À Pasni, Curson rencontra les chefs du balouchisme méridional et occidental durant à nouveau ce qui est qualifié par l'un des témoins de la cérémonie, John Gordon Larimer, par une brilliant durbar. Et j'ajouterai que la brilliant durbar tenue devant les chefs du Balouchistan méridional et occidental fit l'objet en fait d'un entrefilet dans le journal du Times quelques jours plus tard. Donc j'en viens à ma dernière partie, un triomphe de l'indianisation du Golfe, le Moyen-Orient, création anglo-indienne. Et d'abord Curson, continuateur. On l'aura compris, le tour de Curson dans le Golfe a une importance exceptionnelle. Le voyage du vice-roi symbolise, à mon sens, l'achèvement de l'indianisation du Golfe, mais coïncide également avec la naissance du concept de Moyen-Orient que forgea Chirol en lien avec ses propres voyages, mais certainement aussi après une lecture très approfondie des ouvrages de Curson que j'ai cités dans la première partie. Et ces deux événements liés sont le fruit d'une évolution commencée à mon sens vers 1809 lorsque Bombay intervint pour la première fois dans le Golfe. Lord Curzon, en organisant dans le Golfe différentes durbars, mais également celle de Delhi quelques mois auparavant, la Coronation Durbar que j'ai citée, n'avait rien inventé en termes de pratique du pouvoir. Il s'inscrivit, avec ses manifestations fortement ritualisées, une nouvelle fois dans une dynamique née au lendemain de la révolte des Sipais et de la proclamation du Government of India Act du 2 août 1858. La dynamique de l'invention d'une tradition et d'un code symbolique lié à l'institutionnalisation du pouvoir anglo-indien aux Indes, qui est au cœur de la politique menée aux Indes à partir de 1858. Ainsi, l'autorité suprême en Inde, personnalisée par le vice-roi, fut progressivement investie d'une charge symbolique qui devait, par la combinaison de la ritualisation et la formalisation, produire de la cohésion et de la soumission. Le Government of India Act de 1858 reposait en effet sur plusieurs présupposés, dont deux absolument fondamentaux, celui d'une diversité des Indes, formée des territoires sous gouvernance directe, et des multiples et divers princely or native states. Mais cette diversité originelle, identifiée, et c'est la chose fondamentale, par le Government of India Act, était en vertu du texte même qui les dictait et donc la fabriquait, vouée à connaître une dynamique centripète d'unité sous l'autorité du gouvernement de Calcutta, puis de Delhi à partir de 1911, quand le Government of India fut délocalisé. Le gouvernement des Indes, personnifié par le vice-roi, devait parvenir à incorporer la pluralité d'un espace politique composite immense, dépassant les frontières géographiques de l'Asie du Sud et du subcontinent indien, même si celles-là sont discutables. L'unification et le rassemblement de la diversité de l'Empire du Raj se firent par et à travers la figure de vice-roi, dont Lord Curzon fut à mon sens une sorte de paradigme. En outre, plusieurs principes dans l'esprit des Britanniques justifiaient le bien fondé du Government of India et la politique conduite à l'égard des princely states. Le plus important d'entre eux était que les Indian Princes avaient comme perdu la capacité à gouverner. C'est ce que l'on trouve dans toute la rhétorique et en partie dans les textes que j'ai cités dans la deuxième partie. Par là même, un transfert partiel d'autorité, une forme de tutelle, devenait légitime. On remarquera que le discours sur le Golfe, produit d'abord à Bombay, à partir du tout début du XIXe siècle, dans le cadre de la fin des guerres napoléoniennes, puis à Calcutta au cours du XIXe siècle, ne se présente pas comme très différent. Les tribus du Golfe, ignorantes de la loi et de l'ordre, devaient être guidées et aidées au cours d'un long processus qui les conduirait à la civilisation entre guillemets. Les puissances régionales comme la Perse ou l'Empire ottoman étaient présentées comme parfaitement incapables de mener à bien un tel processus, perçu pourtant comme nécessaire. Les espaces d'anti-loi devaient être métamorphosés. Espace d'anti-loi, c'est le Golfe en était un, pour que le bon gouvernement, tel qu'il était défini par Londres et aux Indes, apportant paix et prospérité, puisse régner de façon universelle et dans le monde grâce à l'Empire britannique. Le contrat existant entre les Native States et Calcutta, officialisé par les traités, reposait sur un prétendu respect de la forme originelle du gouvernement en la personne du prince, ou aussi appelé Nawab, Maharaja, etc. Les accords passés avec les Native States of India participèrent, comme dans le Golfe, d'une sorte de rigidification
de création d'un ordre sociopolitique partiellement exogène. Ainsi, à partir de 1858, les vice-rois des Indes, au cours de leurs déplacements ou de cérémonies, conférèrent-ils aux chefs des princely states ou native states des titres comme ceux de Raja ou de Nizam, donnant ainsi naissance à une titulature qui était elle-même partie intégrante de l'invention aux Indes d'une société, d'une hiérarchie créée par les Britanniques, faite de castes et de différents groupes ethniques. Là-dessus, je renvoie aux travaux de Susan Bailey. On constatera qu'il y a eu un glissement vers le Golfe de cette stratégie de création de figures d'autorité, notamment avec les traités qui firent d'échec, parties contractantes, les autorités responsables sous la houlette du political resident, qui siégeait donc à Bushire, et du gouvernement des Indes, pour un espace donné du respect des accords signés. Pour institutionnaliser l'autorité du Government of India, de multiples moyens furent employés dès 1858. Il y eut les tours effectués par les vice-rois. Curzon, lorsqu'il se rendit dans le Golfe, reprit donc une tradition préexistante. Les durbars furent une autre voie employée. Dès 1858, en effet, elles se répandirent. Curzon, en 1903, dans le Golfe, ne fit encore que réactualiser une pratique politique qui était vieille d'un demi-siècle aux Indes. Ou plutôt, il la développa dans une ère spatiale où elle était totalement étrangère, le Golfe. En quoi consistait une durbar ? S'agissait-il, d'après ce qui a été entrevu, d'une cérémonie au cours de laquelle une personnalité politique, comme le vice-roi, prononçait un discours et gratifiait éventuellement ses interlocuteurs invités de cadeaux? On a vu par exemple les sabres donnés au cheikh du Koweït. En vérité, c'est à la cour moghole que l'on peut situer l'origine des durbars. Au cours d'une durbar, l'empereur moghol offrait à son invité une série de cadeaux. Donc là, l'affiliation est intéressante, comme des pièces d'or, des bijoux, ou encore parfois des éléphants si l'interlocuteur était très important. Surtout, au centre de cette économie cérémonielle des dons qui célébraient tous en fait l'autorité, en fonction de l'échelle, figuraient des tissus, des châles, des manteaux ou des turbans qui avaient la fonction particulière d'autoriser ce que Bernard Cohn appelle l'incorporation. Cette distribution de dons avait en effet une fonction performative bien plus grande qu'il ne peut sembler au premier abord. Ainsi, en conférant ces pièces diverses de tissus, et Bernard Cohn insiste en fait sur l'importance du tissu, l'empereur réalisait-il une sorte d'absorption de son invité, qui devenait une partie de lui-même, permettant ainsi l'instauration d'une continuité et d'une filiation. Et le tissu était là en fait pour lier, vraiment, unir, tendu entre les deux parties contractantes, même si en fait inégales d'un statut d'autorité. Le gouvernement anglo-indien dépouilla la durbar de sa logique économique et les échanges de présents passèrent au second plan, comme en témoigne en réalité la faible quantité de cadeaux offerts par Curzon. Il y a un sabre au Koweït, il y a en fait des pièces de verroterie par exemple pour l'échec de la trêve, mais rien de très extravagant. En fait, il n'y a pas de châle, il n'y a pas de turban, il n'y a pas de bijoux, etc., pas de pierres précieuses. La logique politique demeura avec cette même incorporation du sujet, et elle passa même au premier plan, avec notamment les princes indiens qui, au cours des cérémonies des durbars pratiquées en fait aux Indes, prêtaient de façon tacite allégeance à leur souverain, le vice-roi des Indes. En organisant des durbars dans le Golfe, Lord Curzon apporta donc une pratique totalement étrangère, dans le but sans doute une nouvelle fois de recentrer, en rencontrant l'échec lors de ces cérémonies, le Golfe dans la pyramide du pouvoir du Raj. Par les différentes durbars du Golfe en 1903, il me semble donc que Curzon finalisa l'incorporation, pour reprendre l'expression de Bernard Cohn, du Golfe à l'empire du Raj. Alors tout ça m'amène le Moyen-Orient inventé aux Indes. On peut suspecter que sous la vice-royauté curzonienne, le Golfe acquit une sorte d'autonomie géographique, c'est l'objet de ma démonstration, au sein d'un espace appelé Moyen-Orient. À qui doit-on attribuer la paternité du terme Middle East? Est-ce à Valentine Chirol ou Alfred Thayer Mahan? Par souci de rigueur, sans doute à Mahan, qui en 1900 déjà, dans une série d'articles intitulés The Problem of Asia, identifiait une vaste zone médiane appelée Dividing Belt ou encore Middle Debatable Zone, qui s'étendait de l'isthme de Suez à la vallée du Yangtze-Kiang, donc entre les 30e et 40e degrés de latitude nord. Dans ces articles, Mahan mettait en valeur la solidarité des puissances maritimes, comme la Grande-Bretagne et la France, face à l'expansionnisme russe, qui n'était plus contenu à cette date dans les plaines de l'Asie centrale. La fameuse Dividing Belt, à laquelle Mahan donnait dans son article d'avril 1900 le nom de Middle East ou de Middle Zone of Asia, était l'espace menacé par les conquêtes et la poussée russe.
Le Moyen-Orient se serait donc construit en fait dans une sorte de position de résistance face à l'impérialisme russe. En septembre 1902, Mahan utilisa pour la première fois le terme de Moyen-Orient dans la revue britannique The National Review, dans un article qui, relevons-le, était spécifiquement consacré au Persian Gulf. Les eaux khalijyennes y étaient présentées comme le centre de ce Moyen-Orient qu'il imaginait, et ce pour en fait une raison simple, qu'il imaginait comme menacé par la puissance russe. Les puissances décrites précédemment, et notamment les Russes, les Français, les Britanniques, mais aussi les Allemands, y étaient présentes pour se positionner sur la route menant de Suez à Singapour et en fait jusqu'à Malacca. Le Golfe, comme en fait il l'avait démontré à propos de l'impérialisme russe, pouvait devenir, selon Mahan, le terminus d'un possible chemin de fer qui mettrait en connexion la Méditerranée, l'Asie centrale, l'Extrême-Orient et l'océan Indien. Le Moyen-Orient était en fait appelé à devenir le Malte ou le Gibraltar, le Golfe plutôt, pardon, excusez-moi, était en fait appelé à devenir le Malte ou le Gibraltar du Moyen-Orient. Mahan ne fit donc que théoriser ce mouvement vers le Golfe des puissances européennes, perceptible à partir de 1870 environ, et leur projet d'intégration du Golfe à des systèmes spatiaux divers. En outre, on l'aura compris, la pensée géopolitique mahanienne reposait sur certains postulats. Les forces de l'impérialisme déchiraient un monde qui ne pouvait être dominé que grâce à un outil majeur, les marines de guerre, et donc par le contrôle des mers et des détroits. C'est une vision de la géopolitique profondément fondée sur en fait la puissance politique des États sur les mers. Les fondements de la théorie mahanienne étaient également essentiellement géographiques, on l'aura compris. Le monde était un espace fait de territoires, pour certains utiles et pour d'autres inutiles. Le Golfe était fortement utile et destiné à être partagé entre les forces en présence qui étaient pensées comme légitimement dominatrices. L'Empire ottoman, bien évidemment, malgré son comeback dans le nord du Golfe à partir de 1870, n'était pas légitime. Pour Mahan, ça va de soi. Ajoutons que pour l'amiral, c'était la lutte pour la prise de contrôle de marché économique qui motivait l'expansionnisme occidental et la conquête des différents espaces. Par voie de conséquence, et c'est là qu'une pensée et une épistémologie de l'histoire apparaissent également chez Mahan, l'histoire était condamnée à se répéter dans les mêmes espaces, ceux dont la domination était profitable économiquement et stratégiquement. Déterminisme géographique et téléologie historique se rencontrent donc dans la démarche mahanienne. La fin de ce mouvement était l'hégémonie, je cite, à un moment où la Grande-Bretagne, certes présentée comme la puissance maritime par excellence, voyait sa suprématie lui être disputée par la Russie, mais aussi par l'Allemagne et sa flotte en constitution depuis les années 1890 environ. On le perçoit, la pensée mahanienne était ainsi profondément occidentalo-centrée. Le monde y était perçu comme un champ où des espaces devaient être de façon logique soumis par les puissances occidentales, l'Empire ottoman n'en faisant pas partie. D'autant que Mahan pensait l'Orient comme en quelque sorte englué dans le passé, l'Occident se devait donc de l'éveiller politiquement et économiquement. Il disait ainsi « Though locally Asiatic, the Levant is a European interest pure and simple ». L'ultime articulation qui justifiait la conquête du Middle East, ou de cette zone médiane moyenne, pour reprendre l'expression originelle de Mahan, était la formation d'une ère tampon établie contre la barbarie russe, je cite l'auteur. Le Moyen-Orient, ce monde assoupi et vivant presque encore dans l'espace-temps des Assyriens, et ce partiellement à cause de l'Empire ottoman, apparaissait donc comme une sorte de front pionnier à conquérir afin de mieux consacrer la supériorité de l'Occident. Si c'est donc chez Mahan que l'on trouve pour la première fois le concept de Moyen-Orient, ce n'est pas aux États-Unis, mais à mon sens du côté des Indes que l'on doit chercher l'origine de ce concept géographique et son invention. En effet, l'espace géographique qui évoque Mahan n'est autre que celui conçu par Shirol comme gardant l'approche des Indes, comme il l'écrit dans The Middle Eastern Question or Some Political Problems on Indian Defense. The Middle East, that is to say, in those regions of Asia which extend to the borders of India or command the approaches to India, and which are consequently bound up with the problems of India as well as military defense. Les mots permettent de dater une invention sémantique et donc l'objectivation d'une prise de conscience. Il faut assurément en tenir compte si l'on se limite à identifier des balises factuelles dans le temps et dans l'espace historique. Mais l'invention de Middle East ne peut se comprendre à la lumière des seuls enjeux
du XXe siècle naissant et du problème principalement des impérialismes russes et allemands. Puisque les Français, ça va de soi, n'inquiétèrent en fait véritablement jamais les Britanniques, en tous les cas dans le Golfe Persique et en Oman. Le concept surgit au terme d'une longue avancée britannique dans le Golfe. Il procède en conséquence d'une longue genèse, d'une progressive maturation qui eut pour cadre l'aventure britannique dans le Golfe à partir de 1809. Et ça sera là la conclusion donc, de mon exposé. Au bout de cette trajectoire, il y eut le périple de Lord Curzon, consacrant à la fois une indianisation du Golfe, mais aussi une autonomisation relative, dans la mesure où, à travers le vice-roi et sa petite armada, ce furent les Indes, et donc l'Empire britannique, qui vint au-devant des autorités politiques caligéennes, au double motif de les honorer et de leur redire leur identité politique, inventée sur un long 19e siècle. Il s'agissait symboliquement de leur signifier qu'elles ne régissaient pas seulement une frontière, mais bien plutôt un espace stratégique vital, intégré dans une pluralité d'indépendance ou de connexion, où l'on retrouve le capital symbolique, bien évidemment. C'est une histoire, et surtout celle du Middle East, ne se clôt pas alors, bien entendu, et le terme avait de beaux jours devant lui, ça va de soi. Mais il nous semble qu'avec le tour de Lord Curzon, une sorte d'enquête sur la genèse du Middle East est parvenue à son terme, une enquête qui avait l'ambition d'appréhender comment, par l'établissement d'une suprématie sur le Golfe, dont l'objectif longtemps était la protection des Indes, l'Empire britannique fut conduit à découvrir ou à inventer un autre espace, le Middle East, ou le Moyen-Orient comme on l'appelle en français. Je vous remercie.